nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. De janvier à décembre 2020, nous avons rencontré 39 intervenants et réalisé 30 entretiens, tous retranscrits à la main, écrit des dizaines et des dizaines de questions, passé des heures à discuter d'un sujet qui nous questionne toutes et tous. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Une anecdote qui m'a beaucoup marquée, où j'étais dans un bus avec une petite fille de 18 mois qui était dans une poussette sarcophage et qui avait et des écouteurs et un téléphone devant elle, comme ça. Et en fait, elle a regardé son dessin animé 5 minutes en chantant et au bout d'un moment, elle a commencé à décortiquer l'appareil. Et moi, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, ok, donc ils n'en oublient pas pour autant leur besoin d'exploration motrice, de découverte de l'environnement. Mais quels sont donc les besoins de l'enfant pour se développer ? Comprendre l'impact du numérique sur le développement de l'enfant nous demande d'identifier les éléments de l'environnement qui permettent à l'enfant de grandir et de s'épanouir à son rythme. Petite enfance et numérique, c'est tout un développement logique. Les éléments clés du développement cognitif de l'enfant, c'est une bonne question. Je vais plutôt essayer de vous dire ce qu'on sait aujourd'hui du développement cognitif de l'enfant. La première chose, c'est d'éviter de penser le développement de façon trop linéaire et cumulative. Donc ça, c'est les vieux modèles piagétiens qui considèrent que par les actions, la compréhension de l'effet des actions sur le monde, l'enfant va construire finalement son système cognitif. Alors, il y a deux choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec ce modèle-là. La première chose, c'est que finalement, les bébés ont plein de compétences, notamment implicites. Mais si j'ai dit ça ne résume pas le développement cognitif. En fait, le développement cognitif, il est beaucoup plus biscornu qu'on ne le pensait au début. Il est très dynamique et non linéaire. Il est fait de progrès fulgurants et puis des moments, et on le voit bien, hein, je veux dire, quand on a un enfant ou quand on travaille avec des enfants, il y a des moments où on a l'impression que le développement cognitif stagne, voire même régresse. Et on peut effectivement montrer que finalement, ce développement, il s'opère de façon beaucoup plus prolongée qu'on ne le pensait jusqu'à maintenant, notamment parce qu'on a commencé à comprendre un peu comment maturait le cerveau, et on sait par exemple aujourd'hui que la maturation du cerveau, elle va continuer jusqu'à 25 ans. Donc l'adolescence, ça ne s'arrête pas à 18 ans quand on donne une carte d'identité en disant vous êtes adulte maintenant. Non, du point de vue du cerveau, on reste un grand adolescent jusqu'à 25 ans. Moi, ce que je trouve important déjà, par rapport à même ce qu'on savait il y a 30 ans, parce que j'ai l'avantage du grand âge, c'est que je peux comparer ce qu'on sait maintenant et ce qu'on savait il y a 30 ans, c'est qu'en fait, l'apprentissage commence tout de suite. Et que tout de suite aussi, on a un apprentissage qui n'est pas seulement un apprentissage sensoriel, comme on l'a cru au départ. Les vieilles descriptions, c'est d'abord le bébé va apprendre à stabiliser les sons, puis après il va faire du langage, puis après il va faire de la planification. Or, ce qu'on voit très clairement actuellement, en imagerie, aussi dans les modèles d'apprentissage, c'est que l'apprentissage est un apprentissage global, c'est-à-dire même au niveau abstrait. Et déjà, les jeunes bébés ont des représentations extrêmement abstraites. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'effectivement, il y a des périodes de sensibilité plus fortes à l'environnement. On va dire la période 0,3, 0,5. On sait que là, effectivement, on a un moment de sensibilité extrême à l'environnement, notamment l'environnement socio-économique. Et c'est vrai qu'on sait que les enfants qui vivent dans des milieux défavorisés vont avoir une courbe de la maturation cérébrale qui va commencer à diverger dès 4 mois après la naissance. Donc c'est un peu ça aussi l'enjeu de l'école, c'est un moment où on va rentrer à la crèche ou à la maternelle. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour diminuer le poids de ces inégalités ? Parce que même s'il y a des périodes de sensibilité, tout au cours de la vie, notre cerveau reste très plastique, il peut se reconfigurer suite à des apprentissages. Donc on a un petit peu des mécanismes qui sont déjà en place très très tôt. Alors évidemment la grande différence entre un bébé, un nourrisson et un enfant plus grand, c'est d'abord la vitesse avec laquelle ces apprentissages se font, leur stabilité, c'est-à-dire la mémoire, donc combien de temps vous pouvez garder une information, et puis évidemment le nombre d'informations que vous pouvez coupler entre elles pour bâtir dessus, pour apprendre une nouvelle connaissance. Évidemment, les bébés au départ, ils n'ont rien. Un enfant de 6 ans, il a beaucoup plus, un adulte, il a encore plus. Donc, ce que je trouve intéressant dans ces nouveaux concepts, c'est vraiment, pas tout est là au départ, mais les réseaux sont là, les mécanismes sont là, et il
il y a beaucoup de plasticité dans ces mécanismes. Nous considérons que le bébé se développe en interaction avec son environnement physique et social. Nous considérons également que même si nous nous intéressons à certains domaines du développement comme le langage, le domaine social, cognitif, etc., ces domaines s'influencent mutuellement et sont en interaction. Et donc c'est très difficile de concevoir le développement de manière tronçonnée sans s'intéresser aux interactions au sein de ces domaines. Et même si nous pouvons repérer certains moments clés du développement, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a de grandes différences interindividuelles entre les enfants d'un même âge. Et donc il faut à la fois s'intéresser aux moments clés, mais également aux différences interindividuelles entre enfants, quand on s'intéresse au développement. Il apparaît donc que les domaines et les enjeux du développement de l'enfant sont divers et multiples. Il est nécessaire d'identifier ceux sur lesquels le numérique pourrait avoir une influence. Nous en avons identifié 4 principaux, même s'il en existe évidemment d'autres. Dans ce deuxième épisode, nous explorerons l'importance du jeu et de la relation parent-enfant, ainsi que le développement du langage et sensorimoteur. Nous sommes allés à la rencontre d'acteurs et actrices interdisciplinaires, issus de la recherche, du terrain et du design. Nous les avons interrogés sur ces enjeux majeurs du développement des tout-petits, à commencer par le jeu. Le jeu qui est considéré comme une activité effectivement intéressante parce qu'elle a cette capacité à pouvoir maintenir la motivation intrinsèque des enfants sur une activité. Elle développe finalement plein de compétences qui sont extrêmement importantes pour les apprentissages, et notamment pour les apprentissages scolaires. Donc finalement, en fait, le jeu, c'est un peu, on construit toutes les briques de base cognitives et socio-émotionnelles qui vont ensuite nous permettre d'acquérir un certain nombre d'outils culturels, comme la lecture, les mathématiques, tout ça c'est des outils culturels qu'on transmet d'une génération à l'autre. Donc on revient finalement à des modèles très socio-culturels, on est pratiquement dans Vygotsky, là, qui est très cher aux enseignants. Nous, on va parler de jeu, mais en fait, c'est très très sérieux parce que c'est à travers tous ces gestes, toute cette découverte de l'environnement, ces détournements, c'est-à-dire effectivement, il va prendre des objets et on sent qu'il va y avoir tout un cheminement sur la connaissance de cet objet et qu'est-ce qu'il peut en faire et qu'est-ce qu'il peut faire avec son corps, qui est aussi en lien avec la connaissance de son corps à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça génère comme son et qu'est-ce que je peux mettre dedans, pas dedans, quelle affordance a ce jeu, voilà. Et que du coup, il va apprendre à découvrir son environnement, apprendre à développer des compétences motrices et cognitives. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est un serious game. Donc, c'est-à-dire qu'on a des objectifs pédagogiques qui sont sous-jacents, qui n'intéressent absolument pas l'enfant, puisque lui, fondamentalement, il s'en fiche d'améliorer son écoute. Et donc, on a le jeu par-dessus ça, on crée des règles du jeu qui vont donner envie à l'enfant de continuer et pour nous de voir s'il peut atteindre ces objectifs-là. Lui, il va juste vouloir terminer le jeu, par exemple, répondre à la règle du jeu classique. Et ça peut être fait avec des jeux de plateau, enfin des jeux qu'on fait sans dispositif numérique, mais c'est vrai qu'avec le numérique, ça permet, ça permet d'aller plus loin dans les règles. Bien. Et alors tu sais que sur les manettes, il y a plein de sons différents. Il faut double-cliquer sur le petit triangle. Bravo. Changement d'ambiance. Ouais. Alors, c'est sympa ça. Quand tu souffles, ça fait quel son? C'est de souffler. Ah, c'est sympa. On dirait un son à soleil. Et puis quand même, il y a un effet de nouveauté qui intéresse l'enfant et d'interaction avec un programme. Ça se rapproche un petit peu du jeu vidéo en fait, mais donc ça les intéresse et ça les motive. Mais cette idée, c'est que le jeu, finalement, ça apprend par exemple à jouer chacun son tour. Donc on est bien dans apprendre à réguler les interactions sociales. C'est aussi mettre en place pour certains jeux un certain nombre de processus de haut niveau, notamment les fonctions exécutives, toutes ces fonctions qui sont hébergées par notre cortex préfrontal et qui permettent de réguler les processus cognitifs dans l'ensemble du cerveau, et notamment les capacités de résistance aux automatismes, les capacités de mémoire de travail, c'est-à-dire d'activer des informations et de manipuler ces informations, ou les processus de flexibilité. Souvent dans les jeux, il faut être flexible, il faut avoir une stratégie, puis tout d'un coup changer de stratégie. Tout ça, c'est finalement la force
du jeu, que ce soit d'ailleurs le jeu de plateau ou le jeu en ligne. Nos enfants vivent dans un monde qui va tellement vite que les expériences ludiques s'appauvrissent, qu'on ne leur laisse plus d'espace de temps libre pour jouer, on leur fait faire des activités. S'ennuyer, ça veut dire qu'on s'occupe mal de ses enfants. Il faut leur faire des choses. Alors que l'ennui est source de créativité, d'imagination, de construction de langage, du langage, de construction globale. Et donc les enfants aujourd'hui sont très appauvris dans les relations particulièrement. Ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de relationner, on n'a plus le temps de se parler. Donc on appauvrit le langage, on appauvrit la capacité à être en lien avec un autre que soi, mais aussi même avec soi-même au final. Et donc je parle de mauvaise santé culturelle. C'est-à-dire que la santé culturelle aujourd'hui, c'est la santé des relations, c'est la santé des liens. Nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres de relations. Et dans cette rapidité, et dans ce monde aussi très technique, au final, on appauvrit les relations humaines. Finalement, ce qui est important pour un enfant, pour qu'il puisse grandir en santé, c'est d'avoir des environnements favorables. Le premier environnement favorable, c'est sa relation avec ses parents, avec sa mère, avec son père ou le partenaire de la mère ou la partenaire de la mère. En tout cas, c'est ce premier noyau, si je puis dire, un peu très proche, qui va être ce premier environnement qui va répondre au bébé. La relation du bébé de 0-3 ans, elle dépend complètement de l'environnement que va proposer l'adulte. Et ça, je pense que c'est un point vraiment fondamental à vraiment prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le bébé tout seul ne va pas aller chercher les écrans. Ça ne l'intéresse pas. Il ne connaît pas son environnement, il va explorer l'environnement qu'on va lui proposer, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par l'adulte. Et au final, si un bébé est exposé aux écrans, il va s'intéresser aux écrans. La grande difficulté, c'est que l'écran ne va pas s'intéresser à lui. C'est cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui la technoférence parentale, c'est-à-dire que c'est le fait qu'en fait, un appareil numérique ou un appareil technologique va venir s'interposer dans la relation entre l'enfant et le parent. Donc effectivement, il y a toujours ces deux portes d'entrée, en tout cas pour ce qui concerne les tout petits, même un peu les enfants plus grands, mais notamment les tout petits, c'est-à-dire quelle est leur consommation à eux, quels sont leurs usages d'écran à eux, et comment les accompagner au mieux ou les protéger au mieux, etc. Et quel est l'usage que font les parents en présence de leur enfant. Et il y a aussi des études intéressantes à prendre en compte aujourd'hui sur justement la surconsommation des écrans par les parents devant les enfants. Les études qui vont par exemple faire le parallèle entre un parent sur son téléphone et les études de still face avec les bébés sont très intéressantes. Il y en a des plus ou moins drôles, on va dire. Ça veut dire qu'il y en a qui vont étudier les parents et les familles dans les restaurants ou fast-food et montrer un peu que les jeunes, quand ils ont un parent qui est tout le temps absorbé par l'écran, vont par exemple être plus agressifs ou essayer de faire plus dans les parcs de jeux, ils vont avoir des actes plus dangereux pour eux, pour essayer d'attirer l'attention des parents. Le still face, c'est des études qui ont été menées il y a pas mal d'années maintenant, généralement dans une relation mère-enfant, mère-bébé, et où en fait on demande à une maman d'interagir avec son petit bébé, donc on voit que les deux s'amusent un petit peu, ils jouent et tout ça, et d'un coup on demande à la maman de se mettre en position de still face, donc visage fixe, ça veut dire aucune émotion, plus rien, vraiment un visage qui ne partage rien. À ce moment-là, on voit en fait que le bébé est décontenancé, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'activer un petit peu le visage de sa mère en la bougeant, en faisant des choses, enfin en essayant de la faire interagir. Et si jamais la maman reste en position de still face, on voit que le bébé il va se renfermer sur lui-même, il va s'éloigner de cette relation-là pour se protéger un petit peu. Donc c'est une étude qui, certes, a pu poser quelques questions d'un point de vue éthique au moment où elle a été menée, mais bon, elle a été menée et c'est intéressant de voir en effet que, quand on est sur son téléphone portable avec un bébé à côté, finalement, on est aussi avec un visage impassible qui ne partage rien et que c'est ultra angoissant pour l'enfant. Les recommandations, ça serait effectivement éviter d'exposer vos enfants tout petits à la télévision. Ça, c'est une question
on sait ça depuis maintenant longtemps, même si ça n'est pas toujours appliqué, même assez peu appliqué. Quand vous êtes avec votre enfant, quand vous passez des moments avec votre enfant, rangez vos outils numériques, quoi. Moi, c'est un sujet que j'aborde systématiquement avec toute équipe, tout le temps. La règle, c'est pas de téléphone au sein des sections. Pourquoi ? Parce que moi-même, si j'ai mon téléphone à portée de main, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de regarder les notifications. J'ai la conscience de ma propre addiction par rapport à l'outil. C'est quand même un monde parallèle qui est toujours actif, en fait, et qui peut vite venir te chercher. Et en l'occurrence, c'est vraiment un métier difficile que de s'occuper d'un groupe d'enfants pendant 7 heures, 7h30, 8 heures de temps, selon les plannings. Ça demande énormément de concentration et on ne peut pas être dans l'attention constante. Et c'est pas vrai. Je vais pas demander à une professionnelle qu'elle soit... C'est impossible, on est humain. Quand on est d'un adulte en place de s'occuper d'un enfant, qu'on soit son parent ou qu'on soit son assistante maternelle ou sa nounou, etc., sa babysitter, et ben effectivement c'est important de ranger son smartphone et d'être vraiment pleinement dans ces moments-là, dans la relation avec l'enfant. En même temps, c'est vraiment l'idée de se réinterroger, si c'est possible, au travers en fait, d'outils de la vie quotidienne, à notre relation à l'environnement, notre relation aux outils, y compris numériques, dans une idée de meilleure relation à soi et une meilleure relation au bébé. Donc en fait, c'est presque une proposition de s'interroger sur une relation tridimensionnelle, moi avec moi-même, moi avec le bébé, moi avec mon environnement. Et ce développement de l'enfant, il est rendu possible à la fois par les prédispositions que l'enfant a et qui sont en quelque sorte ancrées dans son cerveau dès la naissance, et par l'environnement qui est autour de lui, qui va permettre ces apprentissages. Parce que quand bien même l'enfant il a un cerveau qui possède les mécanismes qui permettent d'apprendre à parler, si on ne lui parle pas, s'il n'entend pas de langage, il n'apprendra pas à parler. Donc les deux côtés, les prédispositions et ce qu'apporte l'environnement sont absolument cruciaux. On ne peut pas se développer sans l'un ou sans l'autre. Donc du côté de l'environnement de l'enfant, évidemment les éléments cruciaux, c'est d'être plongé dans un bain de langage, donc d'avoir des gens qui parlent autour de lui, une langue parmi les milliers de langues humaines qui existent, et c'est l'exposition à cette langue qui va faire que l'enfant va progressivement en acquérir à la fois le vocabulaire, les sons et les propriétés grammaticales. Par rapport aux éléments importants de communication, et notamment chez le tout petit, il y a vraiment une grosse importance à faire attention à tout ce qui est base de l'interaction, et donc ça va aller de la qualité du regard qu'on va pouvoir s'adresser, de la qualité de l'attention qu'on va pouvoir partager à la fois ensemble sur quelque chose, sur un jeu, mais aussi sur des choses dans l'environnement, et puis l'ensemble des interactions d'imitation, de jeux, de mimes et de chansonnettes. Et puis après, une fois que le langage se développe, il va y avoir tout le champ du langage oral, que ce soit le vocabulaire, mais aussi le fait de développer son langage avec une grammaire élaborée, et tout ça en s'adaptant au contexte, en pouvant comprendre les blagues et l'humour. Donc effectivement, tout ce qui a trait à la communication, à la fois des éléments qui sont très liés au langage et à la linguistique, et puis il y a beaucoup d'éléments aussi auxquels on ne pense pas toujours, qui sont, on va dire, non-verbaux, mais qui sont très importants. Ensuite, 2. 1, 2, 3, 4. Les éléments non-verbaux, il y a le fait de pouvoir exprimer et également comprendre les mimiques faciales, les expressions émotionnelles. Il y a la qualité du regard qui va être adressée, la façon de pouvoir percevoir les interactions et notamment les tours de rôle, qui ne sont pas forcément par la parole. On peut très bien échanger des gestes, on peut très bien faire, ne serait-ce qu'empiler un cube avec un enfant. C'est déjà apprendre des éléments de communication, chacun son tour. Le fait de pouvoir maintenir ou interrompre un échange, même si effectivement il n'y a pas de parole. Et puis tout ce qui relève de l'imitation, qui va être gestuelle, mais qui permet aussi de développer son langage, et ça depuis tout petit. Le fait de, quand on fait avec son tout petit bébé des petits jeux de comptines ou des petites grimaces ou des choses où on peut déjà être dans l'interaction et dans la qualité de l'échange et de l'écoute.
C'est une histoire, Cubeto ? Non, c'est un robot. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du développement de l'enfant, ni de l'éducation, mais il y a 2-3 aspects importants que j'ai compris au fur et à mesure de mes rencontres, de mes recherches. Le premier point, selon moi, c'est que quelque part, on apprend à parler un peu tout seul, c'est-à-dire en imitant son entourage. Et donc, tout ce qui fait entourage pour un enfant peut faire modèle, y compris probablement une interface à partir du moment où elle parle de façon assez humanisée, etc. Et l'autre aspect, c'est que si on apprend en imitant, c'est qu'on écoute. Et donc, l'écoute est vraiment centrale et un peu la condition sine qua non du développement de la parole. On pourrait dire que dans les étapes précoces du développement du nourrisson, effectivement, les interactions sociales, l'exposition en langage sont des éléments clés. On pourrait dire aussi, avoir l'opportunité de manipuler des objets, enfin voilà, de commencer dans les apprentissages moteurs aussi, donc manipuler des objets, se déplacer, ça va faire partie des étapes essentielles de l'apprentissage. Les 2 premiers mois, on observe une interaction assez particulière entre l'adulte et le tout petit, qui est essentiellement dyadique, avec des interactions en face à face, une appétence vraiment du côté du bébé pour ces stimuli sociaux, enfin, les personnes qui l'entourent. Et puis petit à petit, ces interactions vont évoluer. Vers 4-5 mois, on observe plutôt des relations qu'on dit triadiques avec la prise en compte de plus en plus des objets de son environnement. Vers l'âge de 4-5 mois, les objets font partie de l'interaction de l'enfant avec son environnement. Il peut les prendre, il peut les manipuler, les explorer, changer de main, il peut les mettre aussi à la bouche, il les explore beaucoup comme ça. Bien sûr, le développement postural va beaucoup influencer ces capacités qu'on appelle de coordination visio-motrice, c'est-à-dire lorsque le bébé est allongé, il ne va pas du tout explorer son environnement, que ce soit au niveau visuel ou de manipulation, de la même manière que s'il est assis, s'il est tonique, quand il regarde, donc il a accès à tout son champ visuel et donc il peut observer, coordonner sa vision et sa préhension pour manipuler les objets de son environnement. Donc, l'expérience sensorimotrice nécessaire à l'enfant serait que finalement, dans son environnement, il part des informations sensorielles pour construire finalement des réponses motrices appropriées à l'environnement. Il sent, il touche, il goûte, il construit, il organise son regard en fonction de ce qu'il manipule, il interagit avec l'autre. En communication verbale, communication non verbale, on s'ajuste sans cesse à notre environnement. On pourrait par exemple commencer par parler de la motricité globale, où l'enfant commence sur le dos, puis il parvient à se retourner sur le ventre, puis il parvient à ramper. Progressivement, pour certains, ils vont d'abord tenir assis, puis se mettre assis tout seul, puis pour certains trouver leurs 4 pattes, puis se mettre à genoux, puis marcher avec aide en cabotant, puis marcher sans aide, et progressivement se diriger vers des coordinations et des dissociations de plus en plus complexes. Pour la motricité fine, l'enfant part d'une préhension involontaire à une préhension plus volontaire, d'une prise palmaire à une prise plus fine, digitalisée, qui va permettre la prise et l'appréhension de petits objets, jusqu'à acquérir le graphisme et jusqu'à l'écriture. On pourrait parler aussi de la latéralité, où là il y a des émergences fonctionnelles, là aussi guidées par la maturation neuromotrice, des dominances de l'œil, de la main et du pied, droitier de l'œil, droitier au gaucher du pied, droitier au gaucher de la main. Et ça va nous intéresser. Il y a aussi une organisation dans l'espace et dans le temps qui va s'édifier sur des repères corporels. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord prendre conscience d'un devant, d'un derrière, d'un haut, d'un bas, d'un droite, d'un gauche, d'un droite, d'une gauche, avant de pouvoir projeter finalement ces repères corporels sur les objets, sur sa feuille. Ça y est, là, on commence à y voir un peu plus clair. Le numérique peut avoir une influence sur le développement socio-cognitif des enfants et nous devons de les accompagner dans cette évolution. Mais attention, nous n'avons pas encore abordé la question de la santé, pour lesquelles nous avons actuellement des inquiétudes qui semblent justifiées.
Ce qui a été montré dans plusieurs études, c'est quand tu regardes un peu plus l'écran, du coup tu prends un temps sur des activités physiques que tu pourrais faire. Donc ça amène à une plus grande sédentarité. Mais aussi, le fait de manger devant un écran, en fait, ça nous empêche d'être à l'écoute de notre faim et de notre satiété. Donc ça peut être aussi un problème pour des jeunes qui sont devant des écrans et qui ne font pas forcément attention à arrêter de manger quand ils n'ont plus faim, etc. Donc on est assez inquiet en médecine de comment est-ce qu'on peut faire plus attention pour qu'on évite cette augmentation qu'il y a de l'obésité chez les enfants, de la prise de poids, de la sédentarité, et puis tous les troubles que ça pourrait engendrer derrière, comme des troubles du sommeil, des troubles de la vision, etc. L'utilisation des outils numériques, et surtout des écrans, par les jeunes enfants a aussi un impact sur d'autres aspects de leur santé, tels que les troubles de la vision ou du sommeil. Par rapport au numérique, mais par rapport à l'écran, ce qu'on sait, mais même chez l'adulte, on préconise surtout de ne pas avoir d'écran le soir, parce que la lumière bleue, du coup, stimule le cerveau et peut empêcher l'endormissement. Et le sommeil, c'est vraiment essentiel en termes de mémorisation, aussi l'enfant qui grandit, l'hormone de croissance, le système immunitaire, tout ça. Donc le sommeil, c'est vraiment vital pour bien apprendre. On ne peut pas bien apprendre si on ne dort pas bien, donc ça, c'est important. Et puis le sport aussi. Le sport, parce qu'on a tendance à opposer justement l'activité intellectuelle au sport. Mais n'oublions pas que le cerveau est probablement l'organe le plus irrigué, le plus vascularisé, qui a besoin de beaucoup de nutriments pour fonctionner, même au repos. Un cerveau au repos fonctionne beaucoup d'ailleurs, il n'est jamais vraiment au repos, ce fameux cerveau. Faire du sport joue sur l'hippocampe et favorise la mémorisation chez les enfants. Les chercheurs et chercheuses se posent en fait autant de questions que nous sur le sujet. Le numérique peut-il être favorable au développement de l'enfant? Et si oui, à partir de quel âge et dans quelles conditions? Le métier de chercheur est de préciser ces questions pour pouvoir apporter des réponses construites, cohérentes et basées sur des expériences scientifiques, en lien avec celles et ceux qui prennent soin du tout petit. Sur l'exposition au numérique et sur l'utilisation du numérique, je pense que, encore une fois, la question, ça va être une question pédagogique. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour l'instant, on utilise le numérique sans se poser la question pédagogique. Donc ce que je vois d'ici quelques années, je dirais, c'est effectivement d'abord une réflexion générale là-dessus, et puis deuxièmement, de se dire effectivement quel type de contenu, finalement, quel type de contenu, à quel âge. Je ne suis pas du tout partisan d'une interdiction des écrans, d'une part, je pense que c'est complètement absurde. On ne peut pas interdire les écrans, on ne va pas pasteuriser l'environnement. Des écrans, il y en a partout, et le numérique, on y est confronté de façon, je dirais, de plus en plus importante. Le vrai enjeu, c'est comment on apprend à ces enfants de se servir du numérique de façon intelligente. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu de l'éducation du XXIe siècle.